dès qu'on commence, tu retires ton D'accord, dès ta que page d'accueil. Lycée région parisienne. Bonsoir. Bon, ben, on va y aller. Donc, j'accueille tout le monde avec un grand plaisir. Très, très nombreux inscrits ce soir, pour un sujet qui a été vraiment relancé, au printemps dernier. Ça a été vraiment brûlant, avec, des couvertures de presse extrêmement, stimulante, le phénomène Caroline Goldman, des débats, etc. Éducation positive, discipline positive. Donc, Solène va nous expliquer le côté positif. Et l'actualité tout à fait récente fait des petits clins d'œil, puisque le dernier Astérix se moque très, très gentiment de la communication positive. Donc, on était dans des affrontements, notamment autour du fameux time out, et on était dans une espèce de sentiment que la démarche d'éducation positive était complètement à mettre à la poubelle, etc. Alors, on a eu envie de faire venir Solène pour éclairer un peu le débat, puisqu'elle connaît un peu l'historique et toutes les tendances de l'éducation positive. Elle a d'ailleurs produit une liste de ressources que vous avez reçues et que vous recevrez à nouveau, avec le PowerPoint et puis l'enregistrement après la conférence, enfin dans la semaine qui vient. Et dans cette liste de ressources, elle a choisi effectivement de souligner que le fameux time out n'était pas indifférent à l'éducation positive, puisque en 99, Jan Nielsen écrivait sur le positive time out. Voilà, donc en 99. Et puis, Solène insiste beaucoup pour être rassurante avec un article « Il n'y a pas de parents parfaits ». Alors, elle va nous expliquer tout ça. Et avant, je vais donner la parole à la vice-doyenne de la faculté d'éducation. Et puis surtout, juste avant qu'elle parle, remercier donc d'abord tous les inscrits extrêmement nombreux, mais aussi les doctorants qui sont réunis dans une salle de l'ICP. Ils sont une soixantaine, encadrés par le doyen et, et les professeurs, et qui donc écoutent et puis après vont travailler sur cette conférence. Donc, merci à tout le monde et surtout bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, Fabienne, à toi. Merci Anne-Marie, merci Solène, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, en tant que faculté d'éducation et de formation que je représente, hein, ce soir, nous sommes vraiment sur cette thématique qui, comme l'a expliqué, rappelé Anne-Marie juste là, fait débat aujourd'hui. Or, les questions qui font débat sont des questions politiques que nous nous devons de traiter également dans le cadre de notre formation, dans le cadre de notre faculté. Donc nous avons déjà évoqué cette question-là lors d'une table ronde, alors une question plus large, hein, que celle de la discipline positive. Nous avons parlé des questions d'autorité, des questions de lien entre la famille et l'école, comment penser l'éducation dans la famille, dans l'école, quels sont les liens, quelle coéducation, quels sont aussi les outils, comme la discipline positive, qui peuvent permettre cette coéducation. Et donc, la question de l'éducation positive au sens large s'est posée. Et nous avons hâte de vous entendre, Solène, sur ce point, notamment parce que nous avons évidemment plein d'idées reçues qui nous viennent de ce que nous disons dans les médias, mais également parfois une méconnaissance de l'histoire des choses qui nous arrivent aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous pourrez apporter un petit éclairage aussi de ce point de vue-là. Et puis, je voulais dire également que cette question d'une éducation qui se pense dans le cadre familial également est une question que nous ouvrons à la faculté d'éducation avec l'apport de ma collègue Myriam Ketani, qui est ici présente, qui est maître de conférence à la faculté et qui a perdu sa voix aujourd'hui. Donc, je me permets de la présenter et de parler pour elle et de dire que voilà, ce sont des questions qui font partie de ces objets de recherche
et qui vont nous permettre aussi à la faculté d'éducation et de formation de traiter les questions d'éducation au sens large, y compris au-delà, bien au-delà de l'école, dans nos formations également. J'en profite pour parler aussi des ressources parce que nous avons un service à la faculté d'éducation et de formation qui est un service de l'ICP qui est proposé à tous. C'est une bibliothèque qui est accessible avec des ouvrages qui peuvent être empruntés, des ouvrages d'autres qui peuvent être lus en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site des bibliothèques de l'ICP. Nous avons notamment préparé, en plus de ce que vous avez préparé Solène, deux sélections thématiques sur les questions de l'éducation à l'école, à la famille et les questions d'autorité au sens large. Voilà, donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui le souhaitent, à consulter ce catalogue des bibliothèques. Anne-Marie, je te laisse la parole pour présenter Solène maintenant avant son Oui, intervention. alors je vais faire très très vite parce que vous avez déjà eu l'essentiel sur la plaquette. Bon, moi, ce qui m'a frappé, c'est combien les univers dans lesquels intervient Solène sont extrêmement nombreux, autour des pédagogies innovantes, le sérieux, des compétences socio-émotionnelles, des questions de harcèlement, à la fois auprès d'académies, d'établissements, qui soient en France, plusieurs régions, en Suisse, en Inde, à l'UNESCO, à l'Assemblée nationale, à l'ESSEC, mais même à Hermès. Et en gros, ça va de Franklin à des animateurs et des familles de la Courneuve. Donc, le grand écart et le… Voilà. Alors, pour éclairer son parcours, moi, j'ai un peu lu LinkedIn, etc. Mais ce qui m'a intéressé, c'est son tropisme indien. J'ai remarqué qu'elle avait fait un master d'histoire de l'art indien et je me suis dit, comment va-t-on de l'art indien à l'éducation positive? Donc, elle a fait un mémoire sur les miniatures de Ramayana, qui est quand même toujours très évocateur. Mais donc, elle a vécu en Inde, habité, fréquenté les bidonvilles, et puis travailler avec une association indienne qui faisait du coaching de foot des rues pour les enfants. Et en gros, il y a eu une espèce d'association entre des jeunes des quartiers sensibles de la région de Lyon, Vaux-en-Velin, et des jeunes des rues de Calcutta. Et pour ça, ben, elle a été responsable d'un programme d'échange. Et pour ça, pour finir, elle s'est penchée sur, en gros, le comportement des jeunes, comment communiquer avec eux, etc. Et s'est aperçu que, c'est ce qu'elle m'expliquait, hein, les jeunes, ils connaissaient les règles, ils connaissaient les sanctions, mais que c'était assez inefficace. Alors, elle a cherché des outils, elle a fait de la gamification, travaillé les compétences émotionnelles, la discipline positive, s'est formée, et puis maintenant, nous forme. Voilà, c'est pour ça qu'on lui donne la parole. Voilà. Eh bien, un grand merci. Et peut-être, j'avais pas du tout prévu d'en parler, mais effectivement, le lien peut-être entre comment on part de l'Inde et on arrive sur l'éducation positive. Au même moment, je me suis occupée effectivement d'un programme où j'amenais des jeunes adultes de 18 à 23 ans travailler dans les bidonvilles en Inde, des adultes des cités sensibles, où on m'expliquait qu'ils ne connaissaient qu'une autorité extrêmement verticale. Et au même moment, j'ai eu, moi, un enfant harcelé qui se consumait, mais qui consumait son entourage. Et effectivement, quand je suis tombée, je cherchais qu'est-ce qui développe la capacité à rentrer en relation avec les autres, la capacité à rester respectueux, la capacité à gérer ses émotions, la capacité à chercher des solutions et pas des coupables. Je suis tombée sur la discipline positive. Au départ, c'était pour avoir une corde de plus à mon arc et faire des programmes pédagogiques, puisqu'en fait, je faisais de la gamification, donc des programmes fondés sur le jeu plus pertinents, et j'ai trouvé ça tellement efficace, c'est pas une baguette magique, loin de là, mais tellement efficace à la maison et avec ces jeunes que j'ai décidé d'être à plein temps dedans. Et aujourd'hui, je suis maître formateur effectivement en discipline positive. Et ça nous amène sur deux points dans l'avant-propos que je voulais soulever. Un des problèmes de l'éducation positive et qui explique aussi pourquoi il y a eu ce débat, pourquoi il y a ce débat passionné, c'est qu'en fait, c'est une constellation de personnes et de courants. Donc, je vais vous parler ce soir de ce que je connais extrêmement bien, ce qui est la discipline positive. Mais c'est vrai que si vous prenez Filiosa ou si vous prenez Guéguen, il y a plein de points communs et puis il y a des points divergents.
Donc en fait, ça, il faut quand même le garder en tête parce que ça explique pourquoi à chaque fois, à partir d'un mot ou d'un auteur, on a extrapolé beaucoup de choses. Donc je vais vous parler effectivement en tant que maître formateur de discipline positive et je vais vous présenter les outils concrets. On m'a demandé, la question c'était, est-ce qu'avoir quelqu'un effectivement qui a les deux pieds dans l'éducation positive pour être objective, c'est la meilleure solution. Alors, je pense que bah, le défaut, c'est qu'effectivement, j'ai un petit parti pris. Déjà, dès la présentation, vous en êtes rendu compte. Mais je vais m'efforcer d'être neutre parce que je trouve qu'effectivement, il y a plein de choses positives dans ce débat. Lancer l'alerte sur les dérives, lancer l'alerte sur le fait qu'il ne faut pas être dogmatique, rassurer les parents parce qu'effectivement, c'est la première chose à faire, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, il y a plein de choses positives et je vais m'efforcer d'être le plus neutre possible. Après, l'avantage, c'est que je connais très bien. Et souvent, il y a beaucoup de choses très fausses qui ont été dites sur l'éducation positive. Donc, c'est bien d'avoir aussi quelqu'un de l'intérieur pour pouvoir répondre aux questions et restaurer certains faits. Un autre point avant de commencer, les questions. Il y aura un temps pour les questions à la fin, mais surtout n'hésitez pas à les envoyer sur le chat au fur et à mesure. Et Myriam et Fabienne vont les noter parce que du coup, je sais par expérience que souvent les questions nous échappent et qu'après, au moment des questions, vous vous en souvenez plus. Et pourtant, si elle était là pendant la conférence, ben, c'est là où vous en êtes, c'est là où vous avez envie d'avancer. Donc, c'est important d'y répondre. Ça, c'était un autre point. Un autre point, il va être très important pendant cette conférence de laisser de côté le dogmatique. Parfois, je suis très enthousiaste, mais à aucun moment c'est dogmatique. On le sait tous. Si vous êtes enseignant, vous savez ce qui marche avec un élève ne marche pas avec les autres. Moi, j'étais frappée. Je suis enseignante j'interviens en L1 justement à l'ICP. Et j'étais frappée comme quand j'ai 4 classes sur le même sujet, et bien il y a une façon de faire qui fonctionne extrêmement bien avec 3 classes. Et puis la quatrième, il va falloir que j'aille puiser d'autres outils, d'autres ressources, que je m'interroge davantage sur ma posture de bienveillance et fermeté. Donc ne soyons pas dogmatiques, ni avec les uns ni avec les autres. C'est-à-dire c'est pas parce qu'Isabelle Filiosa a écrit un livre avec au cœur des émotions de l'enfant qu'elle ne propose comme solution que des outils autour des émotions. Et c'est pas parce que Caroline Goldman a écrit File dans ta chambre qu'elle ne propose comme façon de faire que le fait de mettre l'enfant à l'écart. Et ça, c'est quand même très important. L'idée, c'est justement en éducation positive, c'est d'abord de voir ce qui nous rassemble, puis travailler éventuellement sur les différents. Et l'idée, c'est d'appliquer aussi cette démarche à ce débat. C'est effectivement, voilà, donc ça c'était un point important. Et puis on va réfléchir ensemble, je vais vous poser des questions. N'hésitez pas à répondre et n'hésitez pas à dire, même si tout le monde dit « Oh, ça c'est génial », si vous trouvez que c'est horrible, dites-le, parce que c'est la vérité, une fois de plus. Il n'y a pas une baguette magique, il n'y a pas un outil, que ça soit dans le camp des pour, dans le camp des contre, il n'y a pas une façon de faire qui va fonctionner dans tous les cas, tout le temps. Il va falloir apprendre à être parent, apprendre à être enseignant et à chaque fois être un peu challengé quand les enfants grandissent ou quand effectivement on rencontre un cas un peu différent de ce qu'on a eu l'habitude de traiter. Voilà, alors je vais commencer tout de suite. Et je vais commencer tout de suite par… alors attendez, je partage. Effectivement, je mettais l'état d'esprit. L'idée, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, mais l'idée, c'est de réfléchir ensemble sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Alors, je voulais commencer pour m'efforcer d'être le plus neutre possible sur effectivement une petite histoire des tenants et aboutissants de cette polémique. Alors d'abord, avant les événements récents, je vais remonter à Alfred Adler, qui est effectivement considéré comme un des pères fondateurs sur lequel va s'ancrer la discipline positive et beaucoup de mouvements d'éducation positive. J'ai commencé en 1870, mais lui-même a été inspiré par d'autres, donc on ne trouve jamais les bonnes idées. Sont jamais les idées d'une seule personne. On va les retrouver dans différents courants, dits de différentes façons, qui vont nous toucher plus ou moins. Et puis, il a eu un élève qui était Rudolf Dreikurs, qui s'est vraiment intéressé à la pensée d'Adler, mais qui s'est focalisé sur l'éducation et qui s'est exilé aux États-Unis. Et c'est pour ça que
les États-Unis et les pays anglo-saxons qui étaient bien plus en avance que nous, puisque eux, depuis les 1950, ils travaillent sur les compétences socio-émotionnelles. Il y avait effectivement en 1950 en France l'introduction de la cloche centrée sur la personne de Carl Rogers. Il y a eu en 1981 le premier ouvrage de Jen Nelson. Et il y a plein de différentes approches qui se généralisent jusqu'à ce qu'en 2008, il y ait la plaquette sur la parentalité positive par le Conseil de l'Europe qui, effectivement, parle de parentalité positive, parle de bienveillance et parle de fermeté, parle de mettre des limites. Donc ça, c'est la première chose à rappeler quand on utilise le mot parentalité positive, mais à aucun moment, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite et on y reviendra plus tard dans la conférence. Et puis, en 2012, il y a l'association Discipline Positive en France qui s'est créée, mais au même moment, il y a eu la traduction d'énormément de travaux anglo-saxons sur le fonctionnement du cerveau, sur effectivement tous ces courants d'éducation positive. Il y a eu l'ouvrage de Guéguen, il y a eu les Fidiosa, et il y a eu un engouement. D'autant plus qu'effectivement, il y a eu un guide de l'éducation nationale qui étudiait en fait les facteurs des violences scolaires, comment lutter contre le harcèlement, et qui disait que l'éducation positive, parmi d'autres approches, parce qu'il n'y a jamais une bonne façon de faire, il y en a toujours plusieurs, permettait de construire un climat apaisé en développant les compétences socio-émotionnelles qui, depuis effectivement le 19 août 2022, effectivement le gouvernement a publié une instruction interministérielle demandant effectivement qu'on développe les compétences psychosociales chez les enfants, les jeunes et chez les adultes. Parce qu'on verra que pour développer ça, c'est discipline. Certes, c'est un travail sur les enfants, mais c'est aussi un travail sur soi adulte. Et dans ce laps de temps, avant de venir sur les 2 dernières années, il y a eu 2 développements majeurs qui expliquent aussi pourquoi d'abord l'engouement, avant de venir sur la critique, l'engouement sur l'éducation positive, c'est d'abord les réseaux sociaux qui ont fait qu'une idée se multiplie et qu'avec un tweet fait le tour du monde et de la planète. Et il y a eu beaucoup dans les débats actuels, des débats qui étaient faits uniquement autour d'un titre ou d'un tweet ou du résumé d'une pensée. Donc, il y a une simplification de la communication des pensées, et toutes ces pensées sont des pensées complexes. Il y a plein de nuances, il y a plein de bah oui, mais ça dépend. Et ça c'est important de le garder en tête parce que ça explique pourquoi on en est arrivé dans ce débat extrêmement clivant. Il y a eu aussi un autre mouvement qui explique aussi l'engouement de l'éducation positive, c'est la transformation du rapport hiérarchique. C'est-à-dire, si je me place au bout de la ligne, à l'époque d'Alfred Adler, le maître de maison dans les familles était généralement un homme. Si l'homme se tournait vers la femme et lui disait « saute », la femme sautait. Si la femme se tournait, faisait 2 petits bonds. Si la femme se tournait vers les enfants et disait « sautez les enfants », faisaient des petits bonds. Aujourd'hui, si on va au bout de la chaîne, le 19 août 2022, déjà, si vous dites quel est le maître de maison dans les maisons autour de vous, il va y avoir déjà débat parce qu'a priori, ça ne sera pas l'homme, ou en tout cas, ça sera, voilà, ça ne veut plus rien dire. Et si l'homme se tourne vers sa femme et lui dit « saute », qu'est-ce qu'elle va dire? Réfléchissez 2 secondes, vous pouvez même l'écrire dans le chat. Qu'est-ce qu'elle va dire? Généralement, on me répond « vas-y d'abord ». Pourquoi? Attends, fais-le toi-même. Et quand la femme se tourne vers les enfants et leur dit saute, ou leur dit va dans ta chambre, ou leur dit ramasse tes affaires, et bien de la même façon, ils vont dire mais pourquoi? Fais-le toi-même, mais ça va pas, mais pas maintenant. Et en fait, souvent on dit que dans le débat, j'ai beaucoup entendu que l'éducation positive allait transformer les enfants parfois en petits tyrans, mais en fait, les parents souvent et les enseignants sont venus aussi à l'éducation positive, entre autres, en disant je comprends pas, moi quand j'étais jeune, un ordre ça fonctionnait, maintenant ça fonctionne sur certains élèves ou certains enfants qui généralement sont pas ceux qui nous posaient le challenge, mais pas sur les autres. Donc c'était aussi dans cette société beaucoup plus horizontale, même si l'idée c'est pas une horizontalité de responsabilité, c'est une horizontalité de dignité. L'idée c'est que la dignité de tous, il y a égalité. C'est effectivement toutes les minorités qu'on dit, nous, on veut le même respect. Donc, dans ce mouvement de respect horizontal, comment on fait pour élever des enfants, pour tenir une classe? Et c'est là où les outils
de l'éducation positive ont attiré et répondent, sans être des baguettes magiques, à un certain nombre de difficultés. Alors maintenant, on va aller dans l'histoire plus récente et forcément, voilà. Donc effectivement, il y a eu multiples ouvrages sur l'éducation positive. Moi, j'ai écrit effectivement un ouvrage avec Bénédicte Péribert. On est venu nous chercher, c'est Larousse, en disant les autres publient des ouvrages. Nous aussi, on a besoin d'avoir notre ouvrage. Donc c'est vrai, il y a eu un engouement, il y a un effet de mode. Et puis déjà, autour de 2021, il y a eu un certain nombre de voix dissidentes qui ont commencé à dire oula, attention, attention, il y a des parents qui se retrouvent en burn-out parce qu'ils disent c'est génial l'éducation positive, je vais être ce parent parfait. Et du coup, ils se mettent à faire le contraire de ce qui est prôné en éducation positive, qui est le courage d'être imparfait. Et effectivement, il y a eu des gens qui ont dit attention aux applications dogmatiques. Et puis, ce qui a vraiment déclenché, c'est l'article le 15 février dernier de Caroline Goldman dans Le Monde. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus un matin ou 2 jours sans qu'on puisse entendre à la radio ou ouvrir les journaux et avoir effectivement un article, que ça soit la une du Point, que ça soit effectivement un article dont on a mis la référence dans La Vie, et puis dernièrement l'émission de France Inter, je pense qu'on a été nombreux à l'écouter, avec Houmbek, qui effectivement est plutôt partisan de l'éducation positive, mais dit attention aux dérives, il y en a beaucoup trop, attention, on oublie tout le temps la fermeté. Il y a eu Guéguen, il y a eu Rebecca Shankland, je vois qu'il y a une petite faute, qui travaille effectivement sur les compétences socio-émotionnelles, et puis et Monsieur Pleu, qui effectivement, lui, était complètement contre, même si en fait, la plupart des outils qu'il proposait sont des outils de discipline positive. Alors, maintenant, pourquoi cette remise en cause? Alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose de complètement naturel. Ça a été très à la mode. Mais vraiment, il faut le reconnaître. En fait, moi, donc, je suis discipline positive, c'est là où je suis formée. J'étudie la pensée d'Adler, la pensée effectivement de Dreyfus. J'essaye de maîtriser davantage d'outils. Je me trompe, je réapprends. Et très souvent, on me disait, est-ce qu'on peut ne pas utiliser le mot discipline quand vous venez et juste parler d'éducation positive? Donc, en fait, c'était la mode, c'était les gens, c'est ce qu'ils voulaient, c'est vrai. Et quand il y a quelque chose qui est à la mode, eh ben, il y a un moment donné, c'est moins à la mode. Et ça, je pense que ça sert à rien. On va mettre notre énergie là où on est constructif, là où on peut aider. Et voilà, c'est comme ça. Donc déjà, pour moi, il y a quelque chose d'assez normal et qui n'a rien à voir avec la qualité. Si je reprends un exemple, le bio était extrêmement à la mode. Maintenant, je discutais avec quelqu'un qui travaillait dans les magasins, et effectivement, il me dit aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est les produits de proximité. Ça ne veut pas dire que le bio, c'est pas bien, ça veut dire qu'il y a des mouvements de mode. Après, clairement, il y a eu soit une application dogmatique de certains outils. Donc, ça peut être effectivement sur les émotions. Oui, l'éducation positive dit ça va être important de nommer les émotions. Ça va être important, quand on voit un enfant en colère, il ne sait pas forcément ce qui lui arrive, mettre des mots, ça va l'aider aussi à comprendre ce qu'il vit. Donc oui, c'est important de dire, je vois que tu es en colère, j'ai l'impression, est-ce que tu es en colère, est-ce que tu es triste, qu'est-ce qui a déclenché ça? Oui, c'est important de ne pas minimiser, de ne pas nier son émotion. Souvent, on se dit qu'un bon parent, c'est un parent qui rend son enfant heureux. Ça, c'est une mauvaise interprétation de l'éducation positive. Un bon leader, que ce soit un enseignant, un parent dans sa famille, c'est celui qui accepte les émotions. Alors, je vais utiliser le mot négatif. Alors, attention, ce n'est pas le bon mot, mais c'est pour qu'on comprenne. C'est celui qui accepte les émotions négatives des autres sans être bouleversé. Sans être, oui, l'enfant, il préfère regarder la télé plutôt que faire ses devoirs, c'est normal. Et il peut faire une colère, il peut être triste. Donc ça, oui, on va travailler énormément dessus. Après, dire que systématiquement, dans tous les cas, dès qu'un enfant pleure, dès qu'un enfant est mal poli, on lui dit « j'accepte ta colère », etc. Non, non, c'est pas vrai. C'est une application dogmatique, et dès qu'on est dans le dogme, on n'est plus dans l'éducation positive. Ça, c'est très clair. Donc ça a fait beaucoup de mal. Et c'est bien qu'il y ait eu ce débat pour dire attention. Attention.
Donc, effectivement, il y a eu de trop nombreuses dérives qui nous éloignent des fondamentaux. L'éducation positive est une éducation bienveillante et ferme. Très souvent, on a vu ceux qui s'opposaient à l'éducation positive, qui s'opposaient à une éducation bienveillante et positive. Non, c'est une éducation bienveillante et ferme. Et s'il manque un des deux termes, on n'est pas dans l'éducation positive. Alors, maintenant, si vous venez chez moi, je vis, j'adore ça. Et j'ai eu vraiment des challenges personnels. Donc vraiment, je l'ai utilisé 24 heures sur 24. Vous venez chez moi, peut-être que 70% du temps, je ne fais pas ce que je prône parce que je suis fatiguée, parce que je suis stressée, parce que j'oublie, parce que j'ai juste envie de rabattre le caquet ou j'ai juste envie. Oui, mais l'éducation positive, c'est revenir à ce cadre, se poser la question, est-ce que j'ai été ferme et bienveillante? Voilà, et ça va être un cap, ça va être. Et donc, du coup, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en Inde, il y avait un de ces jeunes qui avait le sang chaud. Et du coup, il y a un des outils de l'éducation positive qui est quand on n'a pas la maîtrise sur ce qui se passe en face. J'ai beau ordonner que je veux pas que les gens s'énervent, bon, j'ai pas la maîtrise, j'ai pas le pouvoir d'empêcher qu'ils s'énervent. Je vais décider de ce que moi je vais faire. Donc, j'avais dit, je ne laisserai sur le terrain de foot que des jeunes qui se comportent bien. Alors, j'avais défini effectivement qu'est-ce que bien se comporter, parce que tous les participants dans cette salle Zoom, si je vous demandais qu'est-ce que c'est que bien se comporter, on aurait tous des réponses légèrement sur un terrain de foot. On pourrait avoir tous légèrement des réponses différentes. Certains diraient c'est dire bonjour aux autres joueurs en leur serrant la main, d'autres c'est juste dire bonjour, d'autres, enfin vous voyez. Donc on avait défini. Et j'avais dit je veux pas entendre de nom d'oiseau, donc t'es chiant, tu m'emmerdes, enfin n'importe quoi. À ce moment-là, je ne laisserai sur le terrain que des joueurs qui se comportent bien. Et quand si jamais ce n'était pas le cas, je vous demanderai de sortir et puis vous réessayerez le lendemain. En quoi ma façon de faire et la première, pardon, j'oublie, et Mehdi s'est énervé au bout de, je pense, 4 minutes. Et la première fois, je lui ai dit, Mehdi, je vais te demander de sortir et tu pourras réessayer demain. En quoi c'est bienveillant, si la bienveillance, c'est le respect de la personne que j'ai en face, et en quoi c'est bienveillant et ferme, si la fermeté, c'est le respect du monde de l'adulte, le respect de moi et le respect des règles. C'est une question que je vous adresse. Essayez, prenez 10 secondes. En quoi c'est bienveillant, le respect de l'enfant ou de l'adulte, et en quoi c'est ferme, le respect de moi-même et des règles. Vous pouvez l'écrire si vous avez une idée dans le chat. Je vais l'ouvrir pour être sûr de voir. Et généralement, sur la partie bienveillant, effectivement, alors bienveillant car tu as été respectueuse dans ta façon de demander. Alors effectivement, j'ai pas élevé la voix, je me suis pas énervée, je lui ai pas dit Mehdi, c'est pas compliqué, je te demande juste de pas t'énerver. Et je lui ai dit aussi, tu pourras réessayer. L'idée, c'est vraiment la sanction, si on va vers les conséquences logiques ou si on va vers la sanction éducative, sachant que la limite est très tenue, c'est toujours de redonner une chance, de passer le message que demain, ça sera différent. Alors, c'était annoncé avant. Et en quoi c'est ferme? Là, vous me parlez de bienveillance. Vous voyez comme on a souvent ce réflexe d'aller tout de suite vers la bienveillance. Mais en quoi c'est ferme? Alors, effectivement, la fermeté, c'est j'applique les règles. Et souvent, on pense que l'éducation positive, ça va être de donner là, ce jour-là, une deuxième chance à Mehdi, une troisième chance à Mehdi. Pourquoi est-ce que c'est le fait de le faire la première fois qui me permet d'être bienveillante et ferme? Et si je l'avais fait la quatrième fois, comme souvent on a tous tendance à faire, parce que ce gamin, on sait qu'il a besoin de se défouler, il est sympa, et c'est pas si grave, il a juste dit un petit nom d'oiseau, c'est pas. Souvent on va lui dire Mehdi, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui fait que là, c'est le fait de le faire la première fois qui me permet d'être bienveillante et ferme. Si je l'avais fait la quatrième fois, comment je l'aurais fait? Pensez, essayez de répondre à cette question. Et en fait, très souvent, on n'est que bienveillant. Mehdi, allez, fais un effort. Mehdi, attention. C'est-à-dire, effectivement, on n'est que bienveillant. On lui donne une deuxième chance. La règle, elle compte pas. Et tout d'un coup, on en a ras-le-bol. La tension est montée. Et là, on lui dit, Mehdi, ça suffit. Tu sors du terrain. Et là, on n'est plus que ferme, parce que généralement, on le dit avec les sourcils froncés, la voix désagréable, le regard qui tue.
voire quelques phrases en plus qui lui font comprendre que franchement, il dépasse la borne. Et en fait, l'éducation positive, et c'est pour ça que c'est pas dogmatique, ça va dépendre des personnes. L'idée, ça va être d'être ferme, appliquer la règle, mais d'être capable de l'appliquer avec bienveillance. Et pour ça, souvent, il va falloir effectivement du courage parce qu'il va falloir aller au front dès la première fois. Et effectivement, donc l'idée, c'est fermeté et bienveillance. Donc si on reprend par exemple ceux qui ont écouté le dernier débat sur France Inter, la bienveillance, ça peut être si un enfant met qu'une chaussette au linge sale, alors que la semaine d'avant, il en mettait aucune, la bienveillance, ça va être de lui dire, je vois tes efforts, parce que ça aura été un effort. Et d'ailleurs, généralement, quand on lui dit, merci, je vois que tu as mis ta chaussette au linge sale, si c'était un effort, il a un grand sourire. Et la fermeté, c'est éventuellement, vous aurez dit au temps d'échange en famille, au fait, je ne lave que ce qui est dans le panier. Et donc, mais il n'y aura pas eu je répète 10 fois la règle, il n'y aura pas eu de critique, il n'y aura pas eu d'humiliation, etc. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça passe beaucoup par prendre soin de soi. Parce que parfois, on fait tous souvent très bien, naturellement, sans avoir besoin d'être formé à l'éducation positive, quand on va bien. Et souvent, quand ça se tend dans la classe, quand je forme les enseignants, je dis une partie des réponses, c'est comment vous prenez soin de soi en dehors de la classe pour pouvoir justement mieux gérer cette bienveillance et cette fermeté. Donc voilà, mais en tout cas, quand on ne parle les attaques sur des méthodes qui ne sont que bienveillantes, c'est effectivement, mais c'est pas l'éducation positive. Et c'est là où je suis pas d'accord. Du coup, je suis d'accord avec les critiques, mais je ne suis pas d'accord quand ils disent ces critiques s'adressent à l'éducation positive, parce que l'éducation positive, il y a ces deux piliers. Et quand on travaille avec les parents ou les enseignants, on travaille sur les outils de l'encouragement et on travaille beaucoup sur notre posture, comment être bienveillant et ferme en même temps. Alors, je t'interromps puisqu'il y a eu des questions et tu avais dit qu'on peut t'interrompre. Ouais. Il y a quelqu'un qui pose la question fermeté ou exigence au niveau des termes. Et puis, il y a une autre question qui est est-ce que pour finir l'exclusion du terrain de foot, c'est pas comme le time-out? Oui, alors, on va revenir sur le time out et souvent, ce qu'on dit, c'est les termes. Par exemple, quand je travaille avec Hermès, généralement, je parle de bienveillance et exigence. Donc, en fait, ce qui compte, et on va te faire un exercice sur bienveillant et ferme un peu plus tard. Ce qui compte, moi, ce que j'aime dans la démarche, c'est que souvent, oui, il y a la théorie qui est ultra intéressante et passionnante quand il y a de l'air ou quand on essaye de se pencher sur les neurosciences ou en tout cas les rapports sur le développement des compétences socio-émotionnelles, mais il y a surtout quelque chose de très pragmatique. Qu'est-ce que je fais? Donc, on comprend ce qu'est la fermeté, c'est, on pourrait dire, bienveillante et avec des limites. Voilà. Donc effectivement, une des autres raisons, c'est, on l'a dit tout à l'heure, il y a une multitude de sous-courants qui induisent les personnes en erreur. Ils vont considérer que le discours d'une personne, et souvent le tweet d'une personne, va être représentatif du courant. Il y a le biais de confirmation. Souvent, on entend ce qu'on a envie d'entendre. Je me souviens d'une formation où je formais des enseignants de premier degré. Et en fait, j'expliquais bienveillance et fermeté. Et au moment de la pause, je remettais la salle en état. Donc, je remettais les chaises en rond, je rangeais un peu pour la deuxième partie de la matinée. Et en fait, il y avait des cahiers ouverts. Et sur un, il y avait marqué, je venais de parler de bienveillance et fermeté. Il y avait marqué bienveillance, 3 gros points d'exclamation. Et sur l'autre, il y avait marqué être ferme, entouré. Donc l'idée, on va effectivement chercher dans ces outils ce qui a tendance à renforcer notre biais de confirmation, et ça va être important dans ce débat justement de ne pas faire ça. Effectivement, après, ce qui a fait aussi du mal, c'est que parfois, c'est de croire qu'après une journée, on est formé. Moi, je me dis, c'est un chemin de vie. Comment on est davantage bienveillant et ferme? Comment je respecte l'autre tout en me respectant? Et donc, l'idée, c'est pas parce qu'on a suivi une conférence de 2 heures, c'est pas parce qu'on a lu un livre, c'est pas parce qu'on a fait quelques journées que voilà, on a des baguettes magiques. C'est en permanence, ça va nécessiter du temps pour changer des systèmes. Et puis, dernier point, effectivement, et je pense que très franchement, quand je regarde, les personnes sont opposées sur presque des points de détail, quelques outils sur des dizaines d'outils qui existent. Et il y a vraiment une espèce de polarisation de la société. On est pour la personne ou on est contre. On peut être
pas d'accord. Effectivement, moi, souvent, je trouve que Isabelle Filosa et Catherine Guéguen, je suis d'accord avec 98% de ce qu'elles disent ou 90% de ce qu'elles disent. Le côté un peu culpabilisant, moi, je suis plutôt pas d'accord. Voilà. Après, concentre-nous sur ce qui va nous faire avancer ensemble. Et vraiment, il y a une polarisation de la société. Le clash fait vendre. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de place donnée dans les journaux. Donc, effectivement, j'aimais bien cette citation. Le grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais plutôt l'illusion de la connaissance, ce qui nous fait souvent attaquer les autres. Moi, la première, pensant savoir, sans être allé dans le détail et dans les nuances de leurs pensées. Et vraiment, ça va être important. Et du coup, je vous propose pourquoi la polémique est un faux débat. Donc, j'ai déjà un peu répondu, mais... Et là, je vais vous demander d'ouvrir votre... de mettre vos... d'utiliser le chat. Je vais y arriver. Et on va réfléchir ensemble, si j'arrive. Hop. Ah, voilà. On va réfléchir ensemble. Vous voyez toujours mon tableau? Oui. Quels sont les avantages? On va commencer par les avantages de la fermeté, d'un système qui met des limites. Le fait de dire à un enfant, ça suffit. Le fait de penser à quelqu'un d'extrêmement ferme, c'est quoi les avantages pour lui et pour l'enfant, ou pour cet enseignant et pour la classe? Alors, donnez, et je veux bien éventuellement, si vous pouvez, Fabienne et Myriam, me le lire. Sécurité, rassurant. Sécurisant, bien-être. Sécurisant. Pour l'enfant, ça le sécurise. Bien-être. Donner des repères, des limites, sécuriser l'enfant et le groupe. Rassurer. Rassurant, rassuré. Rapidité. Rapidité, effectivement, il y a un ordre. Il n'y a pas une négociation permanente autour. Vie possible en communauté. Stabilité. En communauté. Crédibilité, je ne sais pas si tu l'as écrit. Bon, je ne vais pas tout mettre, il y a beaucoup de choses. Hein. Crédibilité, effectivement, l'adulte, si on dit quelque chose, bah, on le fait. Et parfois, en discipline positive, on dit on va moins donner de règles, mais parce que les règles qu'on va donner, on va les appliquer. C'est quoi éventuellement? Alors, confiance, on dit quelque chose et on le fait. C'est quoi? Je suis désolée, je ne vais pas tout noter. Pour une question de temps et une question effectivement où j'aurais pas assez de place pour les 4 cases d'ailleurs. C'est quoi les inconvénients? Pensez, ça peut être quoi les inconvénients sur certains enfants? Parce que le cadre, par exemple, la sécurité, sur certains enfants, ça les sécurise et sur d'autres, quand il y a un cadre, ça, voilà, ça peut abîmer la relation. Je veux bien aussi que tu me les lises, faire peur. Donc, faire peur, frustration. Injustice. Alors, ressenti d'injustice. Ressenti d'injustice. Perte d'estime de soi. Perte d'estime de soi. Soumission. Rigidité. Soumission. On veut un enfant qui coopère, on ne veut pas un enfant soumis, injuste. Ça entraîne mensonge et rébellion. Selon les tempéraments, et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de généralité. Certains tempéraments, c'est la soumission, l'autre, ça sera le mensonge, d'autres, la rébellion. Mensonge, rébellion, enfermement, stress et perte d'amour. Perte d'amour. Bon, pareil, j'ai vu perte d'amour, colère, mais je ne vais pas tout mettre non plus. Et tout le monde peut lire, donc voilà. Je n'ai pas sélectionné, hein, j'ai pris comme ça, excusez-moi si j'en ai loupé certains qui étaient très empêchent la créativité. Je vois. Alors, maintenant, quels sont les avantages d'une personne bienveillante? La bienveillante étant le respect de l'enfant, accepter ses émotions, accepter qu'il pense des choses différemment de nous, qu'il ne veut pas la même chose. Donc, confiance en soi, gain de confiance, respect, sens de soi, autonomie, se sentir respecté, permet de dialogue, initiative, évite les moqueries, oui, les mots blessants, reconnaître l'altérité, différence, c'est que l'autre. Bon, pareil, hein, je ne vais pas grande motivation,
Climat, Potentiel. voilà. Ouais, création d'un climat positif. Bon, excusez-moi pour un climat positif, pour se sentir aimé. Je vois, bon, considérez effectivement, lisez pour voir les dernières interventions. Et c'est quoi les inconvénients éventuellement de la bienveillance pour l'enfant, mais éventuellement aussi pour l'adulte ou pour le cadre? Ça peut être quoi les inconvénients de l'extrême bienveillance? Alors, la peur, est-ce que la personne qui a mis peur peut expliquer, apparaître? Alors, ça va trop Alors, vite. Se faire attends, il y a manque de stimulation, manque de stimulation, négociation constante, négociation constante, prend dire, beaucoup de temps, oui, passer, burn-out parfois, hein, ouais, hein, sentiment et dire le contraire de ce qu'on pense, dire oui alors qu'on pense non, oui, sentiment aveu de faiblesse ou sentiment de, enfin, non, permissivité, bon, permissivité, arrogance. On s'en roi, on en a beaucoup parlé. oui, oui, Ça peut oui, être effectivement, c'est on venu peut le mettre aussi. en s'en roi, Croire qu'il peut tout faire, tout permis, euh, pas de règles. pas de règles. Bon, pareil, je perds d'énergie, la bienveillance a des limites. Effectivement, là, on est dans les limites. Effectivement, on est dans les limites de la bienveillance. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ce tableau? Qu'est-ce que vous vous dites? De quoi on a besoin, effectivement? Et si on était ensemble, effectivement, ce qui ressort, c'est effectivement, il y a les limites de la fermeté, il y a les limites de la bienveillance. Et dans l'éducation positive, on va effectivement travailler sur les deux parties du haut. On va travailler sur la fermeté et tout ce qu'elle apporte de bon et la bienveillance. Et c'est un équilibre et on va même parler d'une tension. Parce que l'idée, c'est pas 50% de l'un et 50% de l'autre. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec Mehdi, j'étais 100% ferme. J'ai dit que je sortais, que je ne laissais que les jeunes qui n'insultaient pas les autres sur le terrain. Je suis 100% ferme. J'applique la règle et je suis 100% bienveillante parce que quand je le fais, ça me fait mal au ventre de le sortir du terrain. Donc, j'ai un regard empathique, j'ai un ton de voix empathique. Et l'idée, c'est qu'on va travailler sur des outils qui vont nous permettre de faire les deux à la fois. Et par exemple, dans le temps de pause, on va en reparler parce qu'il est central. Et bien du coup, il peut y avoir, je vois qu'on est tous les deux énervés, on va faire un temps de pause. Et là, effectivement, l'enfant part avec son doudou dans sa chambre ou dans un espace temps de pause qu'on a créé dans le salon, ou voilà, et où nous, on part prendre sa douche, ou parce que souvent, on a aussi besoin d'un temps de pause. Et l'idée, ça, effectivement, dans ces cas-là, on est bienveillant. Et la fermeté, c'est qu'une fois qu'on est calmé, on reparle en disant ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Comment on va faire pour que ça ne se passe pas de nouveau? Mais si on fait la même chose, on envoie l'enfant dans la chambre en étant hystérique, comme ça nous arrive à tous. J'ai une question que j'aime bien poser à ce moment-là. Normalement, dans la salle, c'est qui sait que ça sert à rien de crier sur des enfants? Donc là, tout le monde lève la main. Et qui, depuis qu'il le sait, a quand même une fois crié sur ses enfants? Et là, tout le monde lève la main aussi. Donc on l'a tous fait. Et là, du coup, le même mise à l'écart, si on est hystérique, ou si on est blessant en disant franchement c'est pas possible, c'est pas compliqué, etc., aura pas le même effet. Donc très souvent, c'est pas l'outil qui compte, c'est comment on l'utilise. D'accord? Et on va beaucoup en discipline positive et en éducation positive travailler sur justement pas seulement ce qu'on dit, mais comment on le dit. Donc effectivement, et nous sommes des humains avec nos propres limites, ça c'est clair, et l'enfant aussi. Et ce qu'on va lui apprendre, c'est comment avec nos limites, on peut s'aimer, comment avec nos limites, quand on n'est pas parfait, comment on répare le lien, comment on répare ce qu'on a fait et comment on avance, et on va le voir un peu plus tard. Donc la discipline positive et l'éducation positive est une démarche bienveillante et extrêmement ferme. On n'y arrive pas toujours, mais on s'efforce de le faire. Et très souvent, du coup, non, je le dirai après, je me rends compte, il est déjà 18h14, donc je vais aller très vite. Souvent, un exercice qu'on fait, on commence tous nos ateliers avec les parents ou les enseignants par
quels sont les défis, difficultés que vous avez avec vos élèves ou les enfants. C'est la liste de gauche. Donc, peut-être que vous auriez d'autres choses, si vous avez envie de le mettre, vous pouvez rajouter les défis et les difficultés. On pourrait mettre l'enfant roi, l'enfant qui n'accepte pas les frustrations. Et puis, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qui sont les compétences souhaitées. Et en fait, la promesse de l'éducation positive, elle est entre ces deux listes. C'est-à-dire, c'est pas un enfant est insolent, je fais disparaître l'insolence. C'est comment face à un enfant insolent, qu'est-ce que je peux faire qui va développer la liste de droite. Et parfois, c'est pas demain. Alors, je vais donner un exemple concret. Vous avez un enfant qui est en colère, qui hurle, d'accord? Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire et faire qui va l'amener vers la liste de droite, qui va faire que demain, il sera capable de gérer ses émotions de façon constructive, il sera capable d'être respectueux même s'il est en colère. OK? Et il y a des outils qu'on dit, qu'on fait avec une très bonne volonté, qui n'ont pas le résultat escompté. Imaginez que vous soyez en colère. Vous avez trouvé cette conférence nulle, en plus il fait mauvais, en plus c'est le mois de novembre, les vacances sont loin, il y a des grèves, vous avez une fuite d'eau, vous arrivez chez vous, vous êtes très énervé, et votre conjoint, votre collègue, votre enfant vous dit « calme-toi ». Est-ce que ça vous calme? Non. Donc, effectivement, l'idée, c'est qu'on fait tous, en tant qu'adultes, des choses qui, au lieu d'amener l'enfant vers là où on veut aller, le renforcent dans ses comportements. Et souvent, l'éducation positive, ça va être de réfléchir pour arrêter de faire ce qui est contre-productif. Parfois, on se dit, on est adulte, il faut poser une autorité, je vais lui dire calme-toi. Oui, mais en fait, si c'est contre-productif, ça sert à rien. Et ça va être notre cap. Et en fait, pourquoi du coup c'est un faux débat? C'est que la liste de droite, même si je demande, même quand je pose cette question, je suis allée former des collèges en Suisse extrêmement élitistes. Quand je forme les enseignants, ils ont la même liste. Ils ne parlent pas des compétences académiques. Ils ne parlent que des compétences socio-émotionnelles et psychosociales. Et aujourd'hui, on sait effectivement que les compétences psychosociales, le fait de les développer, est fondamental pour la réussite future des enfants. La réussite professionnelle, ça c'est dans très longtemps, mais la réussite sociale. Dans les références qu'on vous a données, on vous a donné 2 guides, et notamment le dernier guide de Santé publique France qui date de 2022, qui dit qu'effectivement, maintenant, c'est impératif de développer ces compétences-là. Et l'éducation positive, serait-il possible de remettre le diapo en diapo? Alors, effectivement, vous faites bien de me demander ça. Est-ce que vous voyez mieux? Ouais. Et donc, du coup, on va retrouver, dans ces compétences, on va retrouver effectivement la liste de droite de tout à l'heure, qui était, on veut un enfant capable d'avoir des rêves, capable de faire des efforts, capable de s'organiser. Ah, vous m'entendez plus? Si, nous, oui. Ok, bon. Capable de s'organiser. Et donc, du coup, il n'y a pas de débat parce que mettre en place des programmes pour développer ces compétences est utile. Je ne suis pas en train de dire que l'éducation positive est le seul moyen. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens formidables dans plein de courants, plein d'approches. Je suis juste en train de dire que là où il y a éventuellement de débat, c'est quel outil on va utiliser. Mais dans le fait de utiliser des méthodes qui développent ces compétences, c'est fondamental. Alors, donc effectivement, c'est une démarche reconnue. Notamment, il y a eu ce guide pour une justice en milieu scolaire préventive et restaurative dans les collèges et lycées qui effectivement indiquait que la discipline positive, vous trouverez les références dans les références qu'on vous a données, les pages concernées, c'est effectivement une démarche reconnue qui permet de développer les compétences psychosociales indispensables à la réussite sociale, professionnelle et académique. Elle contribue également à établir un climat scolaire apaisé. Je peux Alors, t'interrompre? oui, Je peux t'interrompre parce qu'il y a une question avant que tu continues. Quelqu'un qui n'a pas compris la transition entre ne pas dire calme-toi, ce qui sert à rien, et l'exemple suisse. alors, C'est-à-dire rien effectivement, je positif. suis peut-être allée trop vite. Donc, en fait, l'exemple calme-toi, c'est quelque chose qu'on fait, mais alors, si je reviens en arrière, en fait, quand je vous dis calme-toi, généralement, est-ce que dans la liste de gauche, il y a des choses que vous auriez envie de faire si vous lisez cette liste? Souvent, vous allez me dire, ben oui, les émotions qui débordent, j'ai envie d'être encore plus en colère.
insolent. J'ai peut-être envie de te répondre et dire c'est bon, tu me parles autrement. Donc, on voit qu'en disant calme-toi, on a cette liste, c'est comme un GPS. On a eu tendance à pousser les enfants et à faire évoquer et à faire exactement. Pardon. On a eu tendance, par le calme-toi, on a mis les enfants dans la voie, le chemin qu'on ne voulait pas. Donc, en éducation positive, on va s'efforcer d'utiliser un autre outil. Alors, à ce moment-là, ça peut être de dire je vois que tu es en colère. À ce moment-là, on est en train de développer l'éducation, on est en train de développer la conscience de soi. Mais ça peut être aussi de dire quand tu me parles comme ça, je me sens et j'aimerais que maintenant tu me parles autrement. Et là, c'est la communication constructive qu'on va développer. En fait, il n'y a pas une bonne façon de faire face à un comportement inapproprié. D'accord? Ça, c'était pour le calme-toi. Et l'exemple du collège en Suisse, c'était pour dire que les compétences souhaitées, ce que j'ai mis en orange, moi, ça me touche parce que ça sort partout. Ça sort quand je suis avec des profs dans un lycée extrêmement élitiste. Ça sort quand je suis avec les familles dans la Courneuve avec des enfants qui sont effectivement en échec scolaire. Ça sort, c'est la même liste si je travaille avec des parents de petits, des parents d'adolescents ou même en entreprise. C'est pas éventuellement dit exactement de la même façon, mais quand je leur demande quelles sont les compétences dont vous rêvez pour votre équipe. Voilà. Donc, on a vu que la discipline positive, c'est une démarche bienveillante et ferme. On a vu qu'elle permet de développer les compétences socio-émotionnelles, ce qui est justement demandé euh, par l'OMS, par le ministère de l'Éducation. Et je vais parler du temps de pause positif, qui est au centre de la démarche. Et je vais vous parler faire une démonstration du cerveau que certains d'entre vous connaissent très bien. Et vous avez mon poignet, le cerveau de vos élèves ou de vos enfants, qui est l'endroit où il y a le tronc cérébral, où il y a effectivement tout ce qui va être les fonctions, ce que vous faites sans réfléchir, le battement du cœur, le clignement des paupières. Si je plie mon pouce au centre du cerveau de votre enfant et au centre du cerveau de vos élèves, il va y avoir effectivement notamment la zone limbique, l'amygdale de sécurité. J'ouvre une parenthèse, le cerveau est extrêmement complexe, donc je le trahis en le simplifiant, mais les grandes idées sont là. Et quand c'est cette zone-là qui est aux commandes chez un enfant, il ne peut donner que 3 ordres au reste du corps. L'ordre d'attaquer, l'ordre de fuir et la sidération, c'est quand on est tétanisé. Ma fille s'étouffait en mangeant une carotte, au lieu de me précipiter, je la regardais incapable de bouger. D'accord? Et donc, du coup, quand ce cerveau est aux commandes aussi chez le parent ou chez l'enseignant, l'enseignant ou le parent ne peut faire qu'attaquer, fuir ou être dans la sidération. Si je plie mes doigts, c'est seulement dans mes ongles rouges, derrière mes yeux et au-dessus de mes yeux, qu'il va y avoir ce qu'on appelle le cortex préfrontal. C'est là où va y avoir la zone des apprentissages. C'est là où va y avoir la créativité. Je vois que mon parent a la voix qui monte dans les aigus, qui fronce les sourcils. Ah, quelqu'un dit je ne vois pas. Là, vous voyez mieux? Donc, effectivement, c'est seulement dans mes ongles rouges qu'il va y avoir la zone de la créativité, la zone de l'empathie, la zone, effectivement, l'enfant qui va apprendre. OK, là, j'ai fait une bêtise ou j'ai fait une faute. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour faire différemment? Et quand l'enfant est à proie à une forte émotion, la colère, la peur, ce qui se passe, c'est qu'il a le sous-couvercle qui saute. Et à ce moment-là, aux commandes, il n'a plus son cortex préfrontal, il est en prise avec cette zone-là. Et dans cette zone-là, à ce moment-là, si on interagit avec lui, est-ce qu'il est capable d'expliquer, est-ce qu'il est capable de comprendre si on lui explique qu'à ce moment-là, il faut qu'il soit poli parce que sinon, ça va mal se passer? Non, parce que ça, c'est la logique. La logique, elle est là. Il est déconnecté. Est-ce qu'à ce moment-là, il peut se concentrer sur les maths? Non, parce que les maths, c'est là, c'est pas là. Et nous, si on lui parle en étant comme ça, c'est-à-dire si nous aussi on est très énervé et qu'on est comme ça, est-ce qu'à ce moment-là, on va pouvoir être bienveillant? L'idée, je vais vous poser d'ailleurs la question. L'idée, c'est que vous allez me dire oui, oui, on peut employer des mots, un ton parfait et des mots parfaits. Maintenant, je vais vous demander de penser à une fois dans les 6 derniers mois où vous avez eu en face de vous un adulte qui ne vous voulait pas du bien, qui n'était pas votre allié, et pourtant il n'a pas élevé la voix,
et il n'a pas utilisé de mots grossiers. Comment vous avez su que cette personne qui vous parlait n'était pas votre allié? Alors les yeux, effectivement, peut-être que nos mots vont être parfaits, mais nos yeux vont dire, mais écoute, c'est pas possible, même ta petite sœur qui a 3 ans, elle fait pas ça. Ou ça peut être le ton de voix, c'est-à-dire le ton peut être parfait pour quelqu'un étranger, mais quelqu'un qui vous connaît, il sait qu'il y a un problème. Moi, mon ton de voix, quand je suis énervée, ça s'accélère. J'ai un débit un peu mitraillé quand je suis sous stress. D'autres personnes, je vais vous expliquer le protocole sanitaire et du coup leur voix ralentit. Mais ça vous fait l'effet, pour les plus vieux, d'une craie noire sur un tableau, d'une craie sur un tableau noir. Les plus jeunes, vous ne connaissez pas, mais vous savez qu'il y a un problème. La crispation, les mimiques, d'accord? Donc, en fait, si vous parlez quand vous êtes comme ça, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas être bienveillant et ferme. Et si l'enfant est comme ça, ce n'est pas le moment de parler. Si en plus vous lui demandez des explications, il ne peut que attaquer ou fuir. D'accord? Donc, c'est pour ça au centre de la démarche d'éducation positive, il y a le temps de pause. Quand on est comme ça, on va redescendre. Ça, c'est la bienveillance. On ne va pas attaquer l'enfant. La fermeté, c'est qu'on va en reparler. Alors, je vais donner des exemples. Imaginez un enfant en grande maternelle, il y a un petit copain qui veut lui prêter un camion, et là, à ce moment-là, coup de griffe, hurlement. Donc là, on va prendre l'enfant, avec un sourire éventuellement, et on va l'amener, on va les séparer. Quand ils se seront calmés, le lendemain ou le surlendemain, on va éventuellement dire, je me rends compte que souvent il y a des disputes autour des petits camions. Alors, comment on peut demander gentiment un camion pour ne pas le prendre sans demander? Et puis, si vous ne voulez pas le prêter, on ne peut pas ne garder tous les jeux. Bah, ça peut être quoi les options? Et qu'un enfant dise, on peut prêter un autre camion. Ou qu'un enfant dise, on pourrait, c'était une recherche de solution qui avait été menée dans une classe où j'étais, on pourrait, moi je peux lui prêter mon doudou et il me donne son camion à la place. Donc à un autre moment, on va revenir dessus. Mais l'idée, c'est qu'au moment du conflit, expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut faire et qu'il aurait fallu demander ça, les personnes ne sont pas en capacité. D'accord? Donc ça peut être aussi avec un adolescent, il vous parle mal. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous lever et partir de la pièce sans rien dire. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire à chaque fois. Et puis, en fait, une fois que vous serez calmé, parce que là, au moment où vous a mal parlé, vous étiez comme ça et vous aviez juste envie de lui tordre le cou, et vous allez réfléchir, peut-être que vous allez vous dire, bon, cet ado, il y a 2 mois, il allait très mal, tous les jours, il était extrêmement insolent. Là, ça fait 15 jours qu'il est super. Bon, je laisse passer cette petite erreur, parce qu'on est sur le bon chemin. Mais peut-être que vous allez vous dire, non, ça ne va pas du tout. Et du coup, le dimanche, quand vous aurez pris un bon petit déjeuner ensemble, vous allez dire, écoute, Benjamin, je me rends compte que voilà, quand tu me parles comme ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu veux que je te fasse un signe? Est-ce que tu veux que voilà, qu'est-ce qui va t'aider? D'accord? Donc il va y avoir souvent la réponse en discipline positive, en éducation positive, elle a 2 volets. Elle a au moment de l'action, et puis elle a après. On va développer la compétence manquante. Ouais. Et quelqu'un dit, pas facile avec des enfants de moins de 3 ans qui sont dans l'immédiateté. C'est vrai qu'ils auront oublié, mais en éducation positive, on se dit, c'est pas grave, on ne cherche pas des coupables, on ne cherche pas à ce qu'ils se disent, j'ai eu tort, on cherche des solutions. Ce qu'on veut, c'est que la fois suivante, ils fassent différemment. Et l'idée, c'est que là, quelqu'un dit, avec le pardon, ça va être aux parents ou à l'enseignant de se dire, souvenez-vous des 2 listes, quelles compétences je veux développer? Si on a remarqué que dans notre classe, les élèves n'ont jamais tort, peut-être qu'on veut développer le pardon et qu'on va utiliser un incident pour s'excuser devant tout le monde, pour développer. Parce que quand je m'excuse devant tout le monde, par exemple, je suis maman de 3 enfants, je dis, là, Swan, je te demandais de te calmer et moi, j'étais hors de moi. Voilà, où je te demandais d'être respectueuse et je t'ai parlé de façon très irrespectueuse. Pardon. Qu'est-ce qu'on enseigne comme compétence aux enfants qui entendent à ce moment-là? Le courage d'être imparfait, la capacité à réparer, le courage tout simplement, parce que parfois il en faut, la tolérance. Et bien entendu, ça n'empêche pas qu'on va travailler avec Swan ou avec l'enfant que vous avez en tête sur ses difficultés.
Ça n'ôte pas leur responsabilité. Mais le temps de pause, du coup, ce débat autour du temps de pause qui prétendrait que le temps de pause n'est pas au centre de l'éducation positive, c'est faux. Mais ce n'est pas un temps de pause punitif. C'est développer, on a tous besoin de développer la compétence quand on est comme ça, quand on est en proie à nos émotions, on n'est plus le meilleur de nous-mêmes, on n'a plus accès à toute notre intelligence. Et on veut des enfants et des adultes dans les organisations mondiales, à la tête des entreprises, qui soient capables, quand ils sont comme ça, de faire un pas de côté pour revenir autour de la table en étant respectueux et en recherche de solutions. Donc, c'est une compétence. Donc, éventuellement, avec nos enfants, on va travailler sur l'espace-temps de pause. On vous a mis le guide des activités de discipline positive à faire avec vos élèves, mais en tant que parent, vous pouvez le feuilleter. Il y a créé un espace-temps de pause. Donc, en disant, ben voilà, on est tous parfois énervés et on a besoin de se calmer. Qu'est-ce que, voilà, ton espace-temps de pause, est-ce que tu veux que ça soit dans la chambre? Il y a des enfants dans la chambre, ça va les paniquer. Leur sentiment d'appartenance va s'effondrer. Ils ont besoin de voir les adultes. Donc, on va les mettre dans un espace-temps de pause, mais peut-être qu'avec ces enfants-là, on aura designé un espace-temps de pause dans le salon, qui est un coussin, ou pour les tout petits, il y en a qui mettent une tente, un petit tipi, et il n'y a pas une bonne façon de faire, hein. Mais l'idée, c'est oui, c'est bien d'avoir un espace-temps de pause. Et c'est bien de le modéliser. Et je vais tout de suite aller à la diapo suivante. Je vais prendre encore 5 minutes pour effectivement, le temps de pause est un outil fondamental de la discipline positive. Et je voudrais juste, pour revenir sur, effectivement, on a vu déjà quelques points de divergence. C'est-à-dire que nous, on va souvent séparer en disant, mais en fait, ce qui va faire qu'on a une réponse positive et ferme, c'est on va avoir un outil qu'on utilise au moment du comportement inapproprié, une réaction, une façon de faire, et on va avoir un autre outil qu'on utilise à un autre moment. On va garder en tête qu'il y a un problème. C'est pas voir le verre à moitié plein. Oui, on va voir le verre à moitié plein. On va commencer par voir les efforts, le chemin parcouru, ce qui fait bien. Parce que souvent, ce petit sur lequel on tombe, parce qu'il n'a pas rangé sa chambre, ben, là, il a fait ses devoirs tout seul, il est resté 2 heures tout seul, il s'est occupé de sa petite sœur, mais il a déjà fait plein de choses. Donc, on ne va pas lui tomber dessus. Voilà, on va voir les efforts. Et en même temps, c'est voir aussi le verre à moitié vide. Et on va voir le chemin qui reste à faire. C'est les deux. Okay, d'abord, je commence par voir. Et nous, ça va nous faire du bien aussi. Parce que sinon, on a les bras qui... Si on attend d'un enfant qui soit parfait, eh ben, on est toujours déçu, on a toujours l'impression d'être un mauvais parent. Ou si si un enseignant attend de sa classe qui est jamais aucun bavardage, aucune insolence, chaque fois qu'il va en avoir, il va se dire il y a un problème et il va penser qu'il faut le résoudre. Alors qu'en fait, voilà. Mais c'est normal, mais on va voir le verre à moitié plein pour trouver la force de le voir à moitié vide. Et je voudrais faire un dernier exercice qui est fondamental parce que après, si je vous laisse avec ça, ça vous permet dans le débat actuel de vous dire quel outil je prends, sachant qu'il y a je pense que dans le débat actuel, souvent on dit la même chose, on le dit avec des mots un peu différents. Et selon qui on est, telle personne nous parlera plus que telle autre. Et au centre de la discipline positive, il y a la discipline, c'est dans le sens latin d'avoir un disciple, de montrer l'exemple. Et il y a vraiment l'histoire des neurones miroirs. C'est-à-dire, vous connaissez certains cet exercice, regardez-moi et suivez mes instructions. Donc, vous mettez vos doigts de cette façon, vous faites un rond avec les doigts de votre main droite, vous tournez autour de votre tête, vous prenez une grande expiration, donc suivez mes instructions. Soufflez. Et maintenant, vous allez placer ce rond, vous allez le placer sur votre menton. Je vois Anne-Marie qui me regarde comme ça. Donc, effectivement, je vous ai demandé de le mettre sur le menton, je l'ai mis sur le front. Donc, certains d'entre vous ont suivi ce que je disais, d'autres ont suivi ce qu'ils voyaient, puis d'autres, comme Anne-Marie, se sont dit, mais elle veut nous expliquer les différences entre éducation positive et pourquoi ce débat actuellement, elle ne sait même pas où est son menton. Donc, en fait, vous avez fait connaissance ou reconnaissance avec les neurones miroirs qui sont derrière nos yeux et au-dessus des yeux.
qui sont des neurones qui s'activent quand on voit la personne en face faire quelque chose. Quand un enfant, par exemple, entend un adulte lui dire parle moins fort et que l'adulte parle plus fort, à ce moment-là, il y a deux circuits qui rentrent en concurrence. Il y a l'ordre, parle moins fort, et si je vous dis parlez moins fort, à ce moment-là, vos neurones miroirs saisissent en fait ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train de faire, et il y a deux circuits qui rentrent en concurrence. Et en fait, ce qu'on va beaucoup travailler en éducation positive, c'est être aligné autant qu'on peut. Je le redis, 7 fois sur 10, je fais le contraire de ce que je prône, parce que je suis humaine, parce que je suis fatiguée, mais l'idée, c'est, voilà, je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Et ça va être très important, parce que du coup, dans les outils qu'on va utiliser, c'est qu'est-ce qu'on va modéliser, sachant que ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Par exemple, si j'explique à des enfants que c'est pas parce qu'on est énervé qu'il faut crier, il faut que moi, quand je suis énervée, je crie pas. Parce que si en fait, je dis à des enfants, c'est pas parce qu'on est énervé qu'il faut crier, et je leur dis, même quand tu es énervé, tu peux dire les choses calmement, et que moi, quand je suis énervée, je crie, du coup, j'envoie un double message. Et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais ce qui nous intéresse en discipline positive, on n'est jamais sûr, ce n'est pas des baguettes magiques, mais qu'est-ce qu'on fait qui a une probabilité de nous amener là où on veut? Et qu'est-ce qu'on fait qui a une probabilité de nous amener dans l'impasse? Donc, si je reprends l'exemple de calme-toi, parfois, ça peut marcher. Mais la probabilité que ça ne fonctionne pas et que ça n'aide pas l'enfant est forte. Si effectivement, j'entendais dans les débats, on montre sa colère, c'est important de montrer sa colère, etc. OK, et ça peut marcher. Mais après, la probabilité est assez forte qu'à l'adolescence, quand un enfant est en colère, ils se disent c'est OK de montrer ma colère. Le time out, le temps de pause, s'il est trop punitif, si c'est là, on a besoin de se faire un temps de pause parce que ça va pas. On n'est plus capable d'être respectueux. C'est OK. Mais si c'est maintenant tu vas dans ta chambre, c'est en gros celui qui a le pouvoir, il a le droit de punir l'autre. Le problème, c'est que le jour où l'adolescent, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui est plus grand, c'est lui qui est plus fort, si en fait il a appris que c'est celui qui est le plus grand et le plus fort qui, qui a le droit d'humilier pour obtenir ses fins, ou qui a le droit, il y a un risque. D'accord? Et une fois de plus, c'est pas une action, hein, c'est pas une fois. Mais en tout cas, donc, du coup, ces neurones miroirs, il faut le garder en tête. Qu'est-ce que l'enfant apprend quand il me voit? Sachant qu'en plus, et je vais arrêter là-dessus, très souvent, on pense que quand un enfant est comme ça, quand un enfant est en colère et qu'on s'adresse à lui, c'est un moment d'apprentissage pour cet enfant-là. Mais en fait, on a vu que quand il est comme ça, la zone de l'apprentissage est déconnectée. Donc lui n'apprend pas. Mais tous les enfants autour, dans une classe ou dans une fratrie, c'est à ce moment-là qu'ils apprennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Être respectueux même quand l'autre en face ne nous respecte pas. Qu'est-ce que ça veut dire la communication constructive? Quand l'autre en face est d'accord, oui, mais quand l'autre en face n'est pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire la gratitude, le merci? Est-ce qu'on dit un merci seulement si en face on a le comportement qu'on veut, ou est-ce qu'on dit un merci parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut être. Et je pense que c'est l'important dans l'éducation positive, c'est de le faire pas parce qu'on veut obtenir quelque chose tout de suite maintenant, parce que ça, il n'y a pas le moyen, mais parce que, on veut développer ses compétences et ça nous permet d'être le parent qu'on a envie d'être. Et je vais vous le laisser avec un dernier exemple qui est dans ma ville. Effectivement, j'habite en banlieue parisienne, et un jour, il y a une dame assez âgée qui traverse la rue devant notre voiture, et à ce moment-là, je la laisse passer, je m'arrête, et elle traverse, elle prend très longtemps, elle se retourne pas, elle dit pas merci, et là, dans la voiture, parce que je suis formatrice de discipline positive, je dis puisque c'est comme ça, la prochaine fois, je te laisserai pas passer. Je le dis à voix basse, mais pas de façon très positive. Et mon mari se tourne vers moi, elle m'entend pas, mais ça n'empêche que vraiment, je me suis dit, franchement,
Et mon mari se tourne vers moi et me dit, mais en fait, tu t'arrêtes pas pour qu'elle te dise merci. Tu t'arrêtes parce que tu penses que c'est à ça que devrait ressembler la ville dans laquelle grandissent nos enfants. Et je pense qu'à ce moment-là, ça m'a éclairé sur, je pense que les outils d'éducation positive, on va aussi les utiliser indépendamment de la responsabilité de l'enfant et de ce qu'il fait en face, en disant, voilà, moi je veux être cet adulte bienveillant et ferme. Et je crois dans ces valeurs-là et je les incarne. L'éducation positive, on fait pousser des ailes à nos enfants et à nos élèves, mais on ne peut pas s'assurer qu'ils les utilisent. Ça, c'est le contrôle. Voilà. Je m'arrête là-dessus. Anne-Marie, tu Voilà. es un peu débordée. Désolée. Tu peux retirer le PowerPoint. J'ai essayé de dire beaucoup de choses. Du coup, parfois, j'ai peur d'avoir manqué de clarté. Donc, n'hésitez pas à me reposer des questions. C'est le moment, de toute façon, qui est prévu pour ça. Donc, pour l'instant, il y a des gens qui disent merci. Il y a plein de questions qui sont… Tu as beaucoup répondu à des questions qui étaient en route, mais peut-être que Fabienne en a repéré une, j'en prends une. Oui, oui. Bon, merci beaucoup, hein, merci beaucoup, Solène. Peut-être une première petite question comme ça, avant d'entrer dans d'autres peut-être un peu qui demanderont plus de réponses. Y a-t-il un lien entre l'éducation positive et la communication non violente? Alors, oui. Et souvent, je vais vous répondre ce que j'ai tendance à répondre quand les personnes viennent me voir. Pour moi, c'est des approches qui veulent tous la même chose et qui contribuent à un monde meilleur. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre époque, tout ce qui permet d'avoir un monde plus respectueux, plus constructif, euh, est bon à prendre. Après, pour moi, souvent, c'est quand on descend, par exemple, l'outil, la communication positive, je me sens quand et j'aimerais parce que c'est un des outils de l'éducation positive aussi. Donc, on va les retrouver. Après, il y a des petites différences théoriques, mais on ne va pas vraiment rentrer dessus. C'est-à-dire, en éducation, la CNV, elle va parler de besoins et nous, on va parler de but. C'est Adler, il parle de but. C'est-à-dire, je donne un exemple concret. En CNV, on va dire un enfant pleure parce qu'il a faim, par exemple, un bébé pleure, son besoin, il a faim, alors que nous, on va dire un bébé pleure parce qu'en fait, il veut qu'un adulte vienne le nourrir. La preuve, c'est que dans les orphelinats en Roumanie, si personne ne les nourrit, même quand ils ont faim, les bébés ne pleurent plus. Mais ça, les gens qui adorent la théorie et couper les cheveux en quatre comme moi, c'est super, mais dans la pratique, ça ne change pas grand-chose. Je trouve que c'est aussi une approche qui est super. Et toutes ces approches, il faut effectivement les prendre, que ça nous aide à avancer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et je voudrais juste répondre, quelqu'un disait, est-ce que ça marche à l'étranger? Alors oui, ça marche à l'étranger. Par exemple, moi, j'ai été très surprise quand je suis allée en Inde, où c'est quand même une société extrêmement verticale, de voir à quel point la réponse a été extrêmement positive des enseignants. Et on est présent pour notre association, mais je sais aussi que d'autres forment. Nous, on est présent dans 56 pays. Et à chaque fois, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on tombe sur les mêmes listes des difficultés et les mêmes listes des compétences dont on rêve pour nos enfants ou nos élèves. Alors, il y a quelqu'un qui insiste sur le fait que les compétences psychosociales, c'est évoqué depuis très très longtemps et que, bon, on peut finir, les parents ne sont pas formés, les profs, on se demande s'ils le sont un peu. Et donc, comment ça se fait que c'est si peu mis comment dire, dans un cadre éducatif, dans un cadre de formation, que ça Alors, reste à l'extérieur? je vais répondre très rapidement. C'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple. Là, déjà, maintenant, ça va être une obligation. Donc, je pense que ça va être un peu plus actif. Je pense que le problème, c'est que c'est compliqué. C'est plein de nuances. Et qu'en fait, on est aussi dans une société où on aime la phrase qui résume tout. On cherche l'outil magique. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, ce qui va occuper les médias, c'est davantage le clash sur une micro, effectivement. La plupart du temps, les débats, c'était est-ce que le temps de pause, ça doit être 2 minutes, 30 secondes, 3 heures. Enfin, vous voyez,
Et c'est ça qui va occuper parce que effectivement, là où il n'y a pas débat, ça provoque pas beaucoup d'émotions, ça intéresse pas. Donc nous, c'est forcer, essayer d'être rationnel, tous à notre niveau, essayer d'apporter de la nuance, et en espérant que, voilà, avec le guide euh, de santé, pardon, je vais y arriver, en espérant qu'effectivement, de santé publique. merci, le guide de santé publique, avec les directives ministérielles, ça prenne de plus en plus de place. Euh, voilà. Autre Peut-être chose, que ça, oui. oui, autre Très bien. chose peut-être pour rebondir aussi, je me fais la voix de Myriam parce que c'est une question qu'elle aurait reprise, je pense. On n'a pas forcément la même approche avec nos enfants et nos élèves, car il y a aussi l'affectivité à prendre en compte. Comment faire alors? Euh, alors effectivement, de toute façon, cette démarche, elle se décline avec, effectivement, moi je suis allée former en prison, je forme des adolescents, des parents, des dirigeants à Sciences Po, où j'anime 2 jours avec Nadine Godin sur enrichir son leadership avec les neurosciences. Et à chaque fois, c'est les mêmes outils qu'on décline différemment. Par exemple, si on respecte un enfant de 3 ans, si on lui essuie la bouche, ça n'a rien d'irrespectueux. Un enfant de 15 ans, si vous lui essuyez la bouche, c'est un peu irrespectueux. Donc, on voit bien que ça va toujours être de définir qu'est-ce qu'est ce respect mutuel, comment je suis bienveillante et ferme, mais à chaque fois, les contextes vont être différents. Parfois, les enseignants me disent, ben moi, j'ai tendance davantage à avoir mon cortex préfrontal qui se débranche avec mes enfants, mais avec mes élèves, j'arrive à rester comme ça. Et du coup, j'arrive davantage à rester cet enseignant bienveillant et ferme. Et il y en a d'autres qui me disent c'est le contraire. Euh, L'idée, c'est que voilà, ça va être aussi se connaître pour savoir quels sont les élèves ou quels sont les enfants, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, qui qui va faire que notre cortex préfrontal débranche. Un enseignant qui essaye d'être très juste, bah, si un enfant lui dit vous êtes profondément injuste, souvent il va y avoir une réponse émotionnelle très importante. Voilà. Je ne sais pas si, mais effectivement le cadre est différent. Le cadre est différent et on va pas utiliser les mêmes. Enfin, on va utiliser les mêmes outils, mais pas de la même façon. Mais par exemple, la puissance de l'encouragement, c'est aussi la puissance du regard. C'est le fait de regarder. On sait que quand on se regarde dans les yeux, on sécrète de l'ocytocine, qui est une des hormones qui fait que ça augmente la confiance des enfants dans l'autre, notre confiance en eux. Bon, ça a d'autres impacts aussi, l'ocytocine. Mais donc, du coup, bah, l'idée de dire un enseignant, en fait, on ne perd pas son temps quand on lève la tête. Par exemple, quand on fait l'appel et qu'on regarde nos élèves dans les yeux, en fait, on perd pas son temps. Le regard est un encouragement. À la maison, ça va être de dire, eh ben, le regard, quand votre enfant vous parle, même si vous êtes sur le téléphone, faire l'effort de lever les yeux, soit pour répondre à sa question, soit pour lui dire, pour le moment, je suis en train de répondre à un mail, je serai disponible dans 15 minutes, mais en tout cas, le faire en échangeant le regard. Donc, vous voyez, on ne les utilise pas de la même façon, mais il y a toujours cette idée-là. Je ne sais pas si j'ai répondu. On marche, voilà. Il y a eu un moment, c'était bien plus tôt, vers 18h14, il y a eu un petit échange que je vous soumets, là, qui est, je te soumets, je sais pas, quelqu'un qui ne comprenait pas en quoi être bienveillant, c'était s'oublier. Et quelqu'un lui répond, s'oublier, c'est être bienveillant tout le temps, au point de repousser nos limites et de subir ce qu'on ne voudrait pas accepter. Donc, il y a tout ce travail sur soi-même où j'aimerais bien que tu s'exprimes. Est-ce que vous voyez là de nouveau mon tableau, Oui, bienveillance et fermeté? Donc effectivement, là, la personne, elle parlait des excès de la bienveillance, qui est de s'oublier. Je vais donner un exemple très concret. Par exemple, hier, je devais finir de préparer une présentation et ma fille me demandait de l'aide pour ses devoirs. Et je lui ai dit, d'abord, je finis ma présentation et dès que j'ai terminé,
je m'occupe de toi. Bon, ben ça peut être, c'était bienveillant parce que effectivement, je me suis occupée d'elle et j'ai pris du temps alors que j'avais pas du tout prévu à ce moment-là dans cette soirée prendre du temps. Et je me suis pas oubliée. Bon, après, il y a 10 000 façons de le faire, hein. Ça peut être, mais l'idée, c'est effectivement parfois avec certains enfants. Ça va être de dire je suis disponible pour un parent qui va dire je suis disponible pour t'aider à tes devoirs jusqu'à 18h dimanche. Et souvent, il y a un certain nombre d'enfants qui vont arriver à 18h01, dire ah, est-ce que tu pourrais m'aider? Et dire écoute, la semaine prochaine, je serai disponible jusqu'à 18h. Sachant que la bienveillance, au centre de cette démarche, il y a la confiance, faire confiance à l'enfant. Mais attention, c'est pas faire confiance à l'enfant pour qu'il fasse les bons choix. C'est faire confiance à l'enfant pour que quand il fera pas les bons choix, quand il révisera pas et qu'il aura une mauvaise note, quand il parlera mal et qu'il sera puni, ou etc., il sera capable d'apprendre de ses erreurs. Et on sera là pour l'aider à apprendre de ses erreurs. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Souvent, on va mettre, qu'est-ce qu'on veut mettre au centre de notre relation? La peur qu'il fasse mal, la peur qu'il ait une mauvaise note, la peur qu'il tombe. En fait, en discipline positive, ça va être l'idée, il va être frustré. Le but, c'est, on sait, les auteurs, donc moi je suis vraiment dans la tradition adlérienne, et les auteurs qui travaillent, Paul Rasmussen, sur les émotions, elles disent que 80% du temps, on va avoir des émotions un peu irritantes, c'est-à-dire des émotions dans lesquelles on ne veut pas rester, des émotions qui nous poussent à l'action, la peur, la colère. C'est que 20% du temps qu'on a des émotions positives comme la joie, le contentement, la paix. Et ça, c'est un adulte qui fonctionne bien. Donc c'est normal dans notre journée. L'idée, c'est pas d'éviter la frustration, c'est pas d'éviter les colères, c'est voilà. Et ça va être vraiment, ça va vraiment être important. Bon, j'ai un peu digressé, pardon, mais effectivement, c'est important de le dire. Retirer le, voilà, bien. Peut-être, est-ce que je peux prendre la suite? Je suis désolée, hein, Oui, vas-y. J'essaie de me faire comprendre. Mais bon, comme c'est un sujet qui m'intéresse, je ne peux pas m'en empêcher. Vas-y, Myriam. En fait, il y a 3 questions que je trouvais vraiment intéressantes dans dans les échanges qu'il y a eu et que je vais reprendre parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais je vais les résumer en une question. D'abord, il y a eu quelques remarques sur les termes. Le vocabulaire utilisé, fermeté, bienveillance, éducation positive, discipline positive. Alors, d'abord, je me demandais, à partir de ces différentes interventions, est-ce que finalement le terme positif est vraiment adapté? Est-ce qu'il ne pousse pas justement à un certain clivage qui fait que les parents ont tendance à se situer en bons parents ou en mauvais parents quand ils interviennent, ou en se disant tiens, ça c'est positif et ça c'est négatif. Ça pousse quelque part à cette lecture-là qui peut peut-être créer de la confusion et de la culpabilité chez les parents. Alors, je me dis peut-être il y a peut-être aussi et d'ailleurs ça parle mal finalement de ce qu'est l'éducation positive, puisque vous dites que c'est beaucoup plus complexe que ça, que c'est plus nuancé, etc. Donc, et vous avez utilisé le terme constructif, que je trouve plus intéressant et que j'utilise moi-même davantage parce que je trouve que finalement l'idée c'est d'être constructif, c'est pas d'être positif ou négatif. Et de la même façon, la question de la bienveillance et de la fermeté, est-ce que c'est vraiment pertinent de différencier ces 2 termes? Parce que ça aussi, ça crée de la confusion et de la culpabilité chez les parents. Ils ont l'impression que quand ils sont fermes, ils sont pas bienveillants. Or, cette fermeté dont on parle dans l'éducation positive, c'est de la bienveillance. Et du coup, est-ce que l'idée c'est d'être bienveillant ou est-ce que l'idée c'est d'être constructif tout simplement? Et dans le fait d'être constructif, les indicateurs de qu'est-ce que c'est qu'être constructif, là, ça se décline en
Mais c'est pouvoir se dire au moment où on intervient, pas est-ce que je suis bienveillant ou est-ce que je suis ferme, mais davantage est-ce que je suis constructif dans ce que je suis en train de faire? Parce que alors moi je suis psychologue, donc j'accompagne aussi des parents et le fait je trouve que ce qui marche assez bien, c'est que quand on déconstruit le fait que d'être ferme, c'est pas être, un mauvais parent, mais qu'au contraire, c'est être bienveillant parce que c'est une question d'objectif, de mission parentale. Quelle est ma mission en tant que parent? Ma mission en tant que parent, est-ce que c'est d'être bienveillant, de rendre mon enfant heureux comme vous l'avez dit la dernière fois, tout à l'heure? Ou est-ce que c'est aussi d'accompagner mon enfant à être un adulte qui, se réalise, qui, contribue à la société, qui est autonome et cetera? Donc c'est pouvoir garder ses objectifs en tête. C'est valable pour les parents comme dans les comme pour, les enseignants, mais à différents niveaux. Mais quand on garde les objectifs en tête, on se rend compte que cette fermeté qu'on entend, c'est de la bienveillance. C'est 2 choses qui sont pareilles. Donc il y avait cette première question par rapport au terme. Alors, les 2 questions. Je vais peut-être répondre à ces 2 questions et après, vous me donnerez la troisième parce que sinon. Donc, effectivement, sur le vocabulaire utilisé, il y a une réponse extrêmement pragmatique qui, si aujourd'hui c'est clivant et ça fait que dès qu'on prononce le mot discipline positive ou éducation positive, au lieu d'être dans des outils concrets qui nous aident à avancer, on bascule dans des débats sur les termes, bah, changeons. J'ai une approche extrêmement pragmatique. Changeons les mots parce que le but, c'est d'aider, c'est justement d'être constructif. Après, le mot positif, ça, c'est une mauvaise interprétation qui a été faite. Et il y a un moment donné, bah, il y a des outils, on peut se former. Et c'est pas juste de. Et le mot positif, c'était mettre la lumière d'abord sur ce qu'on fait de bien en tant que parent. Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans les pires de nos journées, quand on a été le parent qu'on veut pas être? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Parce que même si on s'est énervé, on a quand même préparé le petit-déj, on a été sympa, on a fait. Enfin, et donc, c'est voir le positif chez nous et chez nos enfants. Je prends un exemple. J'étais dans une école pour enfants précoces, qui étaient des enfants qui, dans le système classique, étaient en grande souffrance, mais qui, en même temps, dans le système classique, rendaient la vie des enseignants parfois compliquée. Et donc, du coup, avant de former l'équipe d'enseignants, je suis allée en observation. Et ce jour-là, j'observais tous les élèves, et notamment les élèves dont il m'avait parlé, qui étaient posés encore des problèmes. Il y avait un petit Augustin qui était en CM2, qui allait beaucoup mieux par rapport à l'année d'avant, mais qui avait montré une vidéo pornographique 15 jours avant à ses camarades. Donc, elle me parle d'Augustin plus d'autres élèves. Et je vais en sport avec eux. Et là, Augustin, pendant le cours d'escrime, il faisait escrime, bon, fait comme les autres, mais il fait des moulinets avec son épée. Ouais, des moulinets avec son épée, ce qui est interdit, ce qui est dangereux. Et 6 fois, le prof d'escrime s'interrompt pour lui dire d'arrêter. À la fin du cours, le prof, qui était par ailleurs génial sur plein d'autres choses, se tourne vers l'enseignante et lui dit là, il faut qu'on reparle d'Adrien, son comportement est inadmissible. La question, c'est sur une heure d'escrime, faire 6 fois des moulinets avec son épée, à votre avis, ça a pris combien de temps? Donc, effectivement, l'idée, c'est que vous êtes en train de calculer, donc certains disent 15 secondes, d'autres disent jusqu'à 2 minutes. Mais l'idée, c'est que sur une séance de 60, enfin, c'était 55 minutes, pendant 53 minutes, si on regarde les objectifs qu'on souhaite pour nos enfants, eh bien, ce petit Augustin, il a été flexible, il a été adaptable, il a été curieux, il a posé des questions, il a été empathique et sympa, il a aidé à ranger le matériel. Voilà. Et effectivement, pendant 2 minutes, il a manqué à la règle. Et je vois bien en quoi c'est exaspérant quand 6 fois, en tant que prof, vous vous arrêtez sur un élève pour dire la même chose. Mais l'idée, le positif, c'était de dire, on va commencer par dire Adrien, j'ai vu tes progrès. Adrien, j'ai vu que tu avais aidé à ranger le matériel. J'ai vu que tu avais suivi les instructions et que tu les avais même répétées à Rémi. J'ai vu que tu avais fait attention justement avec ton épée. À un moment donné, je t'ai vu commencer à faire des moulinets et poser l'épée par terre. Maintenant, j'ai un problème parce qu'effectivement, faire des moulinets, c'est interdit, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois?
qui t'aiderait à pas faire des moulinets? Est-ce que c'est que je te fasse un signe? Est-ce que c'est que tu es un binôme qui mette la main sur ton coude? Est-ce que c'est que tu poses l'épée par terre? Est-ce que tu as une idée? Voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'est que le positif, c'était uniquement dans ce sens-là. Voilà. Et l'idée, une fois de plus, c'est pas voir le verre à moitié plein et oublier qu'il est à moitié vide. C'est d'abord voir le positif parce que c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui fait qu'on est capable d'avancer, c'est ce qui fait qu'on développe l'estime de soi, c'est ce qui fait qu'on a envie de faire des efforts. Et après, réfléchir. On ne cherche pas un coupable, on ne cherche pas à ce que l'enfant nous dise j'ai eu tort, on cherche que l'enfant trouve des solutions pour lui-même. Donc ça, c'était vraiment… Mais je suis d'accord, si souvent, par exemple, quand je vois en entreprise, déjà, je m'adapte. Chez Hermès, ça s'appelait la communication constructive. Parce que effectivement, c'était… Donc, c'est pas très grave, parce qu'après, les termes, on travaille, c'est pas dogmatique, on travaille avec les parents, on leur dit, c'est quoi pour vous la fermeté? Et en fait, c'est par rapport, on les aide à s'interroger. C'est la bienveillance, c'est ce qu'ils mettent dedans. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pour revenir, nous, ces deux listes-là que j'ai remis du coup en grand, c'est notre cap. Ce qu'on veut, c'est développer ces compétences-là. Et on est bien d'accord que parfois, les enfants ont été insupportables. Il est samedi, il est 18h, nos amis arrivent pour l'apéro. Et là, les enfants sont insupportables. On les envoie dans leur chambre. Et c'est OK, ça va nous faire du bien. On ne va pas finir en burn-out. On l'a bien mérité. Mais on ne dit pas que c'est comme ça qu'ils vont apprendre le respect. On ne dit pas que c'est comme ça qu'ils vont apprendre à gérer leurs émotions. Mais c'est OK, parce qu'à ce moment-là, notre objectif, il n'est pas de développer ça. Notre objectif, il est de prendre soin de nous. Et parfois, c'est OK. Et donc, du coup, l'éducation positive, le but, c'est cette colonne de droite. Et pour ça, pour moi, le fait qu'il y ait bienveillance et fermeté, et appelons-les autrement, mais qu'il y ait quand même ce composant de j'applique la règle, mais j'applique la règle sans blâme, sans… Par exemple, je fais ce que je fais d'habitude, mais je n'ai pas besoin d'avoir une voix désagréable pour qu'ils comprennent que je suis sérieuse. Je n'ai pas besoin d'avoir les froncils sorcés. Si je boue intérieurement, il y a peu de chances qu'il ait l'impression que ce que je suis en train de lui dire est juste. Voilà. Mais effectivement, tu as complètement raison, Myriam. Moi, constructive, ça me va très bien. Et effectivement, dire que voilà, on veut lui apprendre à gérer ses émotions de façon constructive. Et notre enfant, comme nous, va être frustré, va être… et aujourd'hui, le problème, c'est pas que pour moi, ça aussi, dans le débat, on parle beaucoup de les enfants qui ne supportent plus la frustration. Mais pour moi, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, les adultes ne supportent plus la frustration. Toute la société, les publicités, c'est n'attendez pas 2 heures pour recevoir votre livre. N'attendez pas 24 heures. Vous êtes un loser, il faut l'avoir tout de suite. Donc, si on veut que les enfants supportent mieux la frustration, certes, on va mettre en place des outils, mais il va falloir travailler sur nous, adultes. Parce que sinon, on va perdre les outils. Les enfants, je dis toujours aux enseignants quand ils travaillent, par exemple, j'ai vu que vous parliez mal à la récré, si on dit aux enfants, vous avez un problème avec la façon dont vous vous parlez entre vous, on en perd certains, parce qu'ils voient bien comment les parents se parlent à la sortie de l'école, ou parfois comment les parents parlent aux enseignants. Et ils savent que le fait de bien se parler, c'est pas seulement un problème entre enfants. Et du coup, toutes ces compétences, si je vous demandais de vous noter, il y en a certaines, vous avez peut-être 10 sur 10, et puis il y en a d'autres, parfois l'écoute, il y a des enfants qui savent mieux écouter que des adultes, et des adultes qu'on aime, donc c'est OK, on a le droit d'avoir des défauts. On est fragile. Pardon ? Des fragilités, enfin des points d'amélioration. Voilà. Et peut-être, Myriam, si tu veux me poser du coup ta troisième question. On a le temps. Ah, pardon. Et normalement, c'est vrai qu'on est à 19h03, donc on devrait arrêter. Il y avait juste quelqu'un qui disait, je ne sais pas si, à l'origine, les mots sont chaleur et excuse-moi, j'ai plus chaleur et cadre, plutôt que c'est beau aussi. Ouais, voilà. Les clés d'une relation, effectivement, la chaleur, l'empathie. Empathie et donc c'est pas… L'idée, c'est d'avancer, d'avancer ensemble et que ça soit aidant. Donc s'il faut changer les mots, on changera les mots. Mais… On a le temps pour une dernière question ou pas? Oui, vas-y, et puis voilà. Et puis après, on arrête. Après ta question-réponse, on arrête. Il y a une question que je trouvais aussi intéressante.
enfin, toutes les questions sont intéressantes, il y a eu beaucoup de questions et c'est difficile de faire de revenir sur tout, mais hem, alors quelqu'un disait: «Est-ce qu'une bonne connaissance du développement de l'enfant, permet de mieux améliorer la pratique de l'éducation positive?» Je trouvais ça intéressant aussi par rapport au fait qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de bah, de formules, d'écoles de parents, de formation des parents et cetera. Hem, Justement pour, leur apprendre l'éducation positive. Heu, alors je voulais juste, avoir ton point de vue par rapport à ça. Euh, Non, en fait, l'idée, c'est que quand tout se passe bien, généralement, les parents ne cherchent pas à se former ou à apprendre. C'est justement quand c'est compliqué, qu'ils ont l'impression de ne plus y arriver. Ça permet de sortir de l'impasse, se réencourager, d'arriver à encourager l'enfant, à porter un nouveau regard sur lui et sur nous-mêmes. Voilà, après, il y a des gens qui sont naturellement par exemple, mon mari est très naturellement bienveillant et ferme. Moi, j'ai plutôt tendance à être un peu trop ferme et du coup, j'ai dû apprendre un peu la bienveillance. Et l'idée, c'est, voilà, c'est... Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu. Et c'est pas que le parent est pas capable, c'est que effectivement, développer les compétences. Ah oui, si, il y avait autre chose que je voulais dire et j'arrêterai là-dessus. C'est que parfois, en savoir plus sur les neurosciences, j'adore ça. En savoir plus sur le développement dans l'enfant, j'adore ça. Mais parfois, c'est aussi une excuse pour pas se coller. On a tous, souvent, on cherche une baguette magique parce que justement, on a envie d'éviter la frustration, on a envie de pouvoir prendre son café tranquille, on a envie de pouvoir profiter de notre dimanche et être parent, c'est pas facile. Si effectivement, donc parfois, être parent, bah, c'est se coucher plus tôt, donc pour pouvoir être en forme le lendemain et moins exaspéré. Et dans ces cas-là, c'est lâcher nos écrans et parfois faire des formations, suivre des conférences. Alors, je suis en train de me tirer une balle dans le pied, mais c'est aussi un moyen de retarder le moment où il va falloir faire un petit effort en disant, bah, si je veux que ça change, je peux continuer à faire ce que je fais et puis j'aurai sans doute le même résultat. Bon, si je suis contente du résultat, ça va, mais si c'est compliqué, ça va pas. Je peux attendre que l'enfant change, mais si je continue à faire ce que je fais et que ça marche pas, il y a peu de chances que ça marche. Ou je peux, moi, faire un effort et ça va être un petit pas, on va pas tout changer. C'est un petit pas. Et d'ailleurs, peut-être que vous pouvez partir avec ça de cette conférence. Une petite chose, c'est pas, c'est la prochaine fois que je veux parler à mon enfant, et ben là, par exemple, je veux poser un cadre de fermeté, je dis rien, je garde mon visage et je vais me voir dans la glace pour voir est-ce qu'à ce moment-là, je suis comme ça et je me fais peur ou est-ce qu'effectivement, j'ai un visage détendu et dans ces cas-là, je sais que j'allais poser mon cadre de fermeté et j'allais être ferme et bienveillant en même temps. Ou juste se dire la prochaine fois, je pense à un événement la semaine dernière, est-ce que en quoi j'ai été ferme, respect de ma parole, respect de moi, en quoi j'ai été bienveillant. Et est-ce qu'il manque un de ces composants? Et c'est pas le faire systématiquement, c'est un petit pas qui nous permet d'avancer dans la bonne direction. Voilà, je vais m'arrêter là. Je Oui, pourrais en oui. parler longtemps. Mais Voilà, merci oui, en tout oui. cas. On Et est, on a dépassé, mais il y a beaucoup de questions. Il y a, bon, quelquefois, je vais peut-être être amenée à en reprendre et à te les envoyer. On verra après, parce pas de qu'autrement, problème. on va rester pendant 8 jours à t'écouter. Mm. En tout cas, quand on faisait des conférences en présentiel, on applaudissait. Donc, on le fait Bon, à distance. Tu imagines merci beaucoup. les 150 qui étaient présents, plus les 60 doctorants, te remerciant par des applaudissements. Et de toute façon, ils écrivent très clair, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je t'enverrai le chat, comme ça tu auras tout ça. Eh ben, merci et merci à Fabienne et Myriam aussi pour les questions et puis pour l'éclairage et à Anne-Marie. C'est agréable de faire une conférence dans ces conditions, d'être aidée et merci à Anne-Marie aussi pour le travail en amont. Oui, voilà. Mais merci aussi pour ta Merci. superbe liste de ressources, que vraiment tout le monde va s'en saisir avec grand plaisir. Et merci à Elodie qui l'a mise en forme. Oui, merci à Élodie. Bon. Voilà. Elle est passionnante. Enfin, tu auras le chat. Il y a des petits applaudissements pour de vrai.
Un grand merci pour cette conférence très enrichissante. Voilà, mais tu auras tout ça. Donc, je transmettrai. Tout le monde n'a pas écrit pour rien puisque je t'enverrai tout. Voilà. Eh ben, merci beaucoup et puis à très bientôt d'une façon ou d'une autre. D'une Bonne façon ou d'une soirée. autre. Au Au revoir. revoir. Merci Fabienne, Merci. merci Au Myriam, merci revoir. Solène, merci tout le monde. Je coupe.